Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Entre l'arbre et l'écorce. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en forêt pour faire une petite randonnée avec une représentante de la Sopfeu. Elle va nous parler des différents enjeux concernant les feux de forêt au Québec. Bonjour Mélanie, donc on est ici aujourd'hui pour parler du rôle de la Sopfeu dans la société. Dans le fond, on aimerait savoir c'est quoi la Sopfeu, puis c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'elle fait au juste? La Sopfeu est un organisme à but non lucratif qui est géré par un conseil d'administration et une équipe de direction. Nous recevons notre financement, notre mandat du gouvernement. Donc, notre mandat est de la protection de la forêt, des humains, de la vie humaine, les infrastructures stratégiques. Vraiment, nous, la Sopfeu, on va faire la prévention des incendies de forêt, on va faire la détection et on va faire la suppression des incendies de forêt dans la zone de protection intensive au Québec. Bien, dans le fond, on aimerait ça aussi savoir c'est quoi la différence entre un pompier municipal et un pompier forestier? Donc, un pompier de ville, pompier municipal, ces gens-là, habituellement, de ce que j'en comprends de leur métier, si on résume, ils combattent des feux de bâtiments. Également, ont plusieurs autres tâches en lien avec sauvetage de personnes et autres. Un pompier forestier travaille pour la Sopfeu et son travail primaire, en fait, est combattre les flammes en forêt. Il y a combien de pompiers qui travaillent pour la Sopfeu? C'est quoi le genre de ressources que la Sopfeu peut profiter pour mener à bien sa mission? Donc, nous avons eu un peu d'agrandissement dans la dernière année ou deux. Nous sommes à environ 570 employés à la Sopfeu, dont 330 sont des employés saisonniers. Et de ce 330, on peut compter environ 285 qui sont pompiers forestiers. Beaucoup de chiffres pour vous dire qu'il y a une partie de notre personnel qui travaille à l'année, une partie de notre personnel qui est saisonnier. 285 sont des pompiers. À ça, on rajoute avions-citernes, hélicoptères, flotte de véhicules terrestres, tout le personnel qui travaille à l'année dans la planification, dans la formation, dans la prévention. Tout ça pour mener à bien notre mandat et, dans le fond, qui est la prévention, la détection et la suppression des incendies de forêt. Puis les différentes bases de la Sopfeu sont situées où au juste? Parce que je pense que c'est juste au Québec qu'on a la Sopfeu. Donc, à travers le Canada, le combat des incendies de forêt est, oui, sous chaque province. Donc, au Québec, la Sopfeu est l'organisme qui combat les incendies de forêt. Le Québec, pour nous, est divisé en trois directions régionales, donc l'Est, le Centre et l'Ouest. On va retrouver un CRL, un Centre régional de lutte dans chaque région. Donc, Baie-Comeau, Roberval, Val-d'Or. Mais ensuite, on retrouve une multitude de bases à travers tout le Québec, des quatre coins du Québec, pour être vraiment bien repartis à travers le territoire et bien pouvoir répondre en temps d'incendie et pour le déploiement et répondre à la situation. Puis la saison des feux, ça s'étale sur quelle période? Donc, la saison de protection pour nous est du 1er mars au 30 novembre. Donc, vraiment le temps où on peut s'attendre à avoir des feux. Par contre, lors des dernières années, on voit qu'on peut avoir quelques feux. On a déjà eu un feu au mois de décembre. On a eu également un au mois de janvier. Donc, c'est pas impossible, mais généralement, la saison des feux, 1er mars au 30 novembre. Qu'est-ce qui explique un feu en hiver comme ça? Le dernier dont je me souviens au mois de décembre, il n'y avait pas neigé encore. Donc, dans le sud du Québec, on se souvient, les derniers hivers, les hivers ont commencé un petit peu plus tard. Donc, même il y a des gens qui ont fêté Noël quasiment sur le gazon à certains endroits. Et à ce moment-là, si quelqu'un est dehors, pour diverses raisons, ça peut être un feu de camp, ça peut être jeter les cendres chaudes du poêle à bois dehors. Si le gazon est encore jaune, ça peut prendre en feu. Donc, il faut aussi faire la différence des feux de forêt, mais aux extrémités de la saison, souvent des feux de végétation. En parlant des causes d'un feu de forêt, c'est quoi les principales causes, les principales conséquences qu'il peut avoir avec un feu? Donc, au Québec, si on regarde les statistiques des dernières années, environ 80% des incendies sont causés par les humains, 20% par la foudre. La foudre étant la seule cause d'arme nature, on n'a pas de contrôle dessus. Puis l'autre 80%, bien, une bonne partie de cette 80%-là, feu de récréation.
Les gens qui sortent font des feux de camp, des feux de cuisson, tout ce qui est lié à la récréation. Également des randonneurs, mégots de cigarettes, tout ce qui est lié à ces activités-là. Une autre bonne partie des résidents, donc des gens au printemps, à l'automne, qui vont brûler les rebuts dans leur cour, vont faire le ménage, vont brûler le gazon, les feuilles. C'est encore une pratique qu'on essaie de décourager, mais que les gens emploient encore. Donc, 80% des feux causés par les humains, 20% par la foudre. Par contre, la foudre est vraiment la plus dévastatrice. Donc, 90% des superficies brûlées au Québec annuellement sont vraiment en lien causés par la foudre. Par exemple, l'année dernière, on a eu les feux dévastateurs de 2023. Eux autres, ils ont été causés par quoi? Encore là, la journée du 1er juin où on a déclenché plus de 150 feux dans la même journée, c'était vraiment la foudre. Une ligne de foudre sèche qui a traversé le Québec. Donc, très peu de précipitations, beaucoup d'éclairs qui ont frappé le sol, qui ont allumé arbres. La température chaude, le vent qui a suivi a fait en sorte que plusieurs incendies se sont déclenchés. Ils ont nécessité combien de pompiers pour éteindre tous ces feux-là? Donc, l'an dernier, on pouvait compter sur tout le personnel qu'on a déjà au Québec. Donc, on parlait de 570 personnes environ ici au Québec, dans tous les postes confondus. À ça, on a rajouté 500 pompiers auxiliaires, des combattants auxiliaires que nous avons ici au Québec. On a pu en former un autre 200 sur le champ. On a également fait appel à plus de 600 personnes du Canada, de diverses provinces. Ensuite, 1300 personnes de l'international, donc la France, l'Espagne, le Portugal, Corée du Sud, les États-Unis. Donc, beaucoup de gens qui sont venus nous aider lors de notre période critique en 2023. Pour devenir pompier forestier, souvent les gens nous le demandent. Il y a beaucoup d'informations sur notre site web. Il y a différents parcours qu'on peut prendre. Généralement, on cherche des gens qui ont un DEP, un DEC ou autre diplôme relié à la foresterie. Des gens qui vont être à l'aise à travailler en forêt, vont avoir les connaissances de base de leur cours. Une fois qu'ils sont embauchés, on a passé le test médical, on a passé le test physique. Il y a un test physique à passer. À ce moment-là, les formations ils sont données à l'interne de la SOPFEU. Donc, on devient combattant. On a les formations de base, on est jumelé à des pompiers d'expérience et on monte les échelons avec les responsabilités et les connaissances qui viennent avec. Par contre, ça, c'est les 285 pompiers que je vous parlais tantôt. En période plus critique, il faut gonfler nos rangs. Nous, on fait affaire beaucoup avec des compagnies sylvicoles, des organismes de pompiers qui peuvent nous fournir de la main-d'œuvre. Ces gens-là, en début de saison, ont leur formation de base, vont souvent retourner travailler dans leur emploi primaire. Et nous, dans une période X, on va les appeler, on va dire, est-ce que vous pouvez nous fournir de la main-d'œuvre supplémentaire? Donc, nous, on a environ à peu près 500 personnes annuellement qui viennent nous aider en période de pointe. C'est ce qu'on appelle des combattants auxiliaires. L'année passée, pour nous aider, on a donné des formations qui n'étaient pas prévues au mois de juin. Des formations, au lieu d'être sur 5 jours, on a mis tout ce 40 heures-là en dedans de 2 ou 3 jours et on a pu dépêcher les gens sur le terrain. Donc, c'est vraiment à noter qu'aujourd'hui, ça prend une formation pour être sur le terrain. Même si on est à l'aise en forêt, même si on travaille pour une compagnie sylvicole, ça prend vraiment la formation de la SOPFEU pour pouvoir aller sur le terrain et bien répondre aux exigences et les normes de santé et sécurité et les connaissances que les pompiers s'attendent de leur personnel. Saviez-vous que certaines espèces animales et végétales sont pyrophiles? C'est-à-dire qu'elles ont besoin du feu pour compléter leur cycle vital. Certaines espèces d'arbres, comme le pin gris, ont besoin du feu pour se reproduire. En effet, les cônes du pin gris sont sérotineux, c'est-à-dire qu'ils sont recouverts d'une épaisse couche de cire. Pour que ceci se liquéfie, le cône du pin gris a besoin d'une chaleur intense pour s'ouvrir. Le feu permet aussi à certains champignons d'émerger. C'est le cas des morilles de feu. Les morilles émergent seulement lorsque l'intensité du feu est assez élevée pour brûler le sol. Ce champignon forme de petites structures, des microsclérotes, dans les horizons profonds du sol où le pH est relativement acide. Il se nourrit alors de petits bouts de racines qui meurent dans le sol. Lorsque survient un incendie de forêt, une quantité phénoménale de racines mortes se trouve dans le sol, nourrissant les morilles qui peuvent alors émerger. En plus des plantes, certains insectes sont aussi dépendants du feu pour se nourrir et se reproduire.
Un bon exemple est le longicorne noir. Au fil de l'évolution, ces espèces ont développé un sens olfactif assez élevé. Ils peuvent sentir à des kilomètres à la ronde la fumée et l'odeur du bois brûlé. Ils peuvent même détecter si les essences affectées par le feu sont propices à leur cycle vital. Impressionnant, non? Ainsi, quelques minutes à peine après l'extinction d'un brasier, des insectes viennent pondre sur l'écorce des arbres brûlés. Par la suite, des oiseaux comme le picador noir viennent se nourrir des larves et creusent des cavités dans les arbres qui serviront ensuite d'habitat à des petits mammifères. Puis les petits fruits arrivent, suivis des bourgeons des feuillus, un garde-manger de choix pour les ours, suivi par les loups. En fait, le feu crée une mosaïque d'habitats qui sont favorables à différentes espèces. On a entendu parler aussi des feux de forêt qu'on dit zombies. Dans le fond, c'est quoi au juste? Comment qu'on les détecte? En fait, c'est un terme qui est apparu lors des dernières années, un terme pas très scientifique. C'est vraiment le phénomène où un incendie va vraiment demeurer au niveau du sol et va y demeurer pendant l'hiver. Donc, un peu en dormance, si on veut. Et au printemps, ben, cet incendie-là peut ressortir. Il faut noter, par contre, que c'est un phénomène qu'on observe beaucoup plus dans l'Ouest canadien par rapport à leur type de forêt puis leur type de sol et humus. Nous, ici, au Québec, c'est pas arrivé encore. Il ne faut jamais dire jamais. Par contre, il faut comprendre qu'on n'a pas les mêmes types d'hiver. On n'a pas le même type de sol et vraiment la couverture végétale qu'il y a dans l'Ouest canadien. Non plus, on n'a pas les mêmes niveaux de sécheresse pendant l'été. Donc, heureusement, en 2023, tous nos incendies avaient été éteints. Puis, les nouveaux incendies qu'on a connus en 2024 n'étaient pas des feux zombies, comme on dit, mais c'est vraiment un incendie qui est en dormance au sol. Comment vous calculez le danger d'incendie? Le danger d'incendie est une prévision qu'on peut consulter lorsqu'on s'en va en forêt, autant sur notre application mobile, notre site web. Il y a beaucoup de municipalités qui l'affichent sur des panneaux. Nous, à la SOPFEU, on a plusieurs panneaux dans des endroits tels que des EC, des CEPAC. Et ça varie. Il y a 5 gradations: bas, modéré, élevé, très élevé, extrême. Bien sûr, quand le danger d'incendie est bas, il y a peu de chances qu'on puisse échapper notre feu ou qu'une source devienne un incendie de forêt. À l'extrême, si le danger d'incendie est extrême, ben à ce moment-là, la moindre étincelle suffit pour déclencher un feu de végétation ou un feu de forêt. La façon qu'on le calcule, on a des météorologues à Québec qui prennent en compte plusieurs facteurs, dont la météo des derniers jours, la météo à venir, le vent, le taux d'humidité. C'est également calculé par rapport à la végétation. Donc, c'est pourquoi il y a plusieurs zones sur la carte, parce que le même niveau de sécheresse va affecter une forêt feuillue dans le sud différemment, par exemple, qu'une forêt de conifères ou la forêt boréale ou même ce qu'on va retrouver dans le Grand Nord. Donc, c'est important de le consulter. On le met sur une base de 3 jours. Environ, quand on s'aventure en forêt pour la fin de semaine, on est bon si on regarde le vendredi, samedi, dimanche et on demande aux gens de le valider, un peu comme on valide la météo, pour pouvoir prendre et planifier nos activités en conséquence. Puis là, on le sait, on est dans une ère qui est très technologique. C'est quoi l'impact que ces nouvelles technologies ont sur le travail des pompiers forestiers, sur le travail de la SOPFEU, sur le terrain et même en arrière, en préparation? Donc, le travail concret comme tel de chercher la fumée, la source de chaleur au sol peut changer depuis les dernières décennies. Le pompier va sortir encore avec des outils manuels, va utiliser encore de l'eau et va travailler le sol de la même façon. Par contre, ce qui a changé sont les outils de support. Par exemple, le pompier, il y a X nombre de décennies, sortait probablement avec une boussole. Maintenant, le pompier va sortir avec un GPS et même plusieurs ont des cellulaires avec des applications spécialisées pour se diriger en forêt, dans le fond.
Également, du côté dans les bureaux et la détection, avant, on se souvient, X nombre de décennies, on avait des gardiens dans des tours à feu. Maintenant, on n'utilise plus cette technologie, on utilise des avions, les gens, un observateur à bord qui cherche les fumées. Également, on fait recours à de l'imagerie satellite pour trouver des points de chaleur. Donc, c'est de cette façon-là, c'est les outils de support pour aider les gens qui sont au sol en train d'éteindre les fumées. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser les drones? Des drones, pas dans la détection d'incendie. Nous utilisons présentement des drones dans la thermographie. Donc, lorsqu'il y a un gros incendie, on a fait recours à certaines technologies qui vont pouvoir sillonner l'incendie et trouver les points chauds qui sont restants. Mais on fait affaire avec plusieurs différentes initiatives. Présentement, on est toujours à l'affût de nouvelles technologies, mais présentement, la détection d'incendie demeure soit par satellite ou vraiment notre classique, pas les pompiers, les observateurs qui sont à bord des avions. Puis en ce moment, on est sur un site où il y a eu un feu de forêt en 2020. Qu'est-ce que vous recommandez aux gens, aux propriétaires forestiers notamment, de faire quand il y a un feu de forêt qui se déclenche sur leur territoire? Bien, en fait, le cas où nous sommes présentement, c'est un incendie en 2020 au printemps. Donc, un classique souvent dans le sud du Québec. Le printemps, la feuille n'est pas tout à fait sortie dans le haut des arbres. Donc, on voit vraiment toutes les feuilles mortes, les branches, toute la végétation qui va encore crunch-crunch sous nos pieds. Et c'est une végétation qui s'enflamme très facilement parce que le soleil peut passer à travers les arbres. Parce que justement, il n'y a pas de feuilles encore. Donc, la moindre activité, dans ce cas ici, des gens qui étaient dans le secteur ont fait un feu de camp et ça a déclenché un incendie de forêt. C'est certain que si on est propriétaire d'un lot de bois, c'est difficile d'arrêter tout le monde qui pourrait être de passage de cette façon-là. Donc nous, on continue à faire de la prévention auprès du public, vérifier le danger d'incendie, instaurer des interdictions de faire des feux à ciel ouvert si jamais le risque est à ce point-là. Mais continuer à faire de la prévention avec nos campagnes puis sensibiliser les gens. Il y a combien, c'est quoi la superficie qui a été brûlée ici? Ici, sur ce lot-là, 14,3 hectares ont brûlé le 14 septembre 2020. Puis ici, on est vraiment en plein cœur de la forêt. Comment que les pompiers y ont fait pour éteindre le feu? Donc, il y a plusieurs techniques quand on essaie d'éteindre un incendie de forêt. Ici, l'attaque initiale a été faite avec les pompiers qui sont arrivés en camion, ont installé des motopompes à une rivière qui est sur le terrain, ont étendu du boyau et ont commencé à éteindre le feu. Par contre, cet incendie-là était quand même assez virulent. Ils ont demandé l'aide des avions citernes. Donc, tout au long de l'après-midi et soirée, ils ont eu l'appui des avions citernes qui ont pu contenir l'incendie. Donc, arrêter sa progression rapide, le calmer pour que les pompiers, dans le fond, leur but est de circonscrire l'incendie. Donc, partir d'un point et vraiment faire le tour pour s'assurer qu'on a vraiment ceinturé tout l'incendie pour qu'il ne puisse plus progresser. Ben là, dans le fond, ici, on voit la verdure à l'aubière pousser quand même 4 ans après l'incendie. Mais est-ce que avec les changements climatiques, il va y avoir de plus en plus de feux de forêt, notamment avec la sécheresse? C'est difficile pour nous à la SOPFEUR vraiment, nous, on se concentre sur la prévention, la détection, la suppression. Il y a plusieurs chercheurs qui se penchent sur les changements climatiques. Nous, ce qu'on a observé présentement, c'est que souvent nos saisons sont ce que j'appelle tout ou rien. On a vraiment des grosses saisons avec de gros incendies ou des saisons où il pleut beaucoup et très peu d'incendies. On voit vraiment des extrêmes dans nos saisons présentement. Quelle est la cause? Est-ce que ce bout-là, je la connais pas et j'imagine dans 10, 20, 30, 15 ans, on va pouvoir faire des liens. Mais en ce moment, nous, notre mission à la SOPFEUR, c'est d'être prêts chaque année pour intervenir, peu importe ce que Dame Nature va nous apporter. Puis pour l'instant, la saison 2024, elle ressemble à quoi?
2024 a été une saison sous la moyenne présentement. Il faut comprendre que la moyenne inclut l'année 2023. Une saison plus tranquille que 2023, par contre occupée à certains endroits. Donc on se souviendra que sur la côte nord, 2023 ont connu de gros incendies. Sept-Îles, Fermont, également la région de la baie James a encore des incendies qui sont actifs et ont connu bon nombre d'incendies dans ce secteur-là. On semble voir des endroits où la météo passe abondamment. Dans le sud du Québec, on a eu beaucoup de précipitations, alors que dans chaque coin, dans le nord, pas mal moins de précipitations, ce qui fait en sorte que la forêt est plus vulnérable, soit aux activités humaines ou à la foudre. Généralement, c'est qui décide d'envoyer les pompiers forestiers, par exemple, en Alberta, là où il y a eu les feux à Jasper? Donc, présentement, on a 80 pompiers forestiers qui sont en Colombie-Britannique et on a avant ça envoyé des pompiers en Alberta. On a également envoyé d'autres pompiers en début de saison. C'est vraiment tous basés sur un système d'entraide. Donc, le Centre interservice des feux de forêt du Canada, qui est basé à Winnipeg, chaque province, dans le fond, il fait partie. Et lorsqu'il y a une province qui est demandante pour du renfort, comme nous, on l'était l'année passée en 2023, cette fois-ci, la Colombie-Britannique, aux prises avec de bons incendies, ont levé la main, on dit on a besoin de tant de pompiers. Chaque province regarde ce qu'elle peut offrir. Nous, dans notre cas, le Québec, avec la saison, la période qu'on était rendu, le danger d'incendie qui était à la baisse dans une bonne partie, on était capable de dire on peut vous prêter 80 pompiers forestiers. Cette décision-là, du côté plus terrain, est faite dans chaque base avec chaque centre régional de lutte qui donne les informations à notre siège social à Québec. Eux, ils transmettent l'information. Les ententes de comment tout va fonctionner se fait à l'hiver. Donc, les frais, tout ça, c'est fait à l'hiver. Et là, on s'est entendu, on peut vous prêter 80 pompiers pour 14 jours. Nous, notre besoin n'est pas là présentement et on peut s'entraider. Bonjour, aujourd'hui pour l'arbre de la semaine, je vous présente le noyer cendré. Le noyer cendré, sans doute un de mes arbres favoris, puisque c'est un arbre qui produit des noix, les noix de noyer, produit des grosses noix vertes qui sont comestibles après un séchage adéquat. Le noyer cendré, c'est un arbre qui peut atteindre une trentaine de mètres quand il était en pleine exposition au soleil. C'est des arbres qui sont quand même très capricieux pour le sol dans lequel ils vont pousser. Ça prend un sol riche et un sol relativement profond, étant donné que le noyer cendré a un système racinaire pivotant. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des racines qui couvrent à la surface du sol, c'est une racine qui va descendre très profond comme un pivot. Ça fait que c'est des arbres qui sont très bien enracinés dans leur milieu. Malheureusement, le noyer cendré connaît un important déclin et est maintenant sur la liste des espèces menacées au gouvernement du Canada. C'est dû à un champignon qui est le chancre du noyer cendré qui attaque pratiquement tous les individus des populations sauvages du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Il y a certains cultivars qui ont été développés pour résister au chancre. Ils sont maintenant disponibles à quelques endroits, là, certains cultivars qui sont résistants. Ça serait une bonne chose d'en implanter de plus en plus dans les forêts du Québec. Le noyer cendré, c'est un arbre remarquable à cause de son port. Le port, c'est la physionomie de l'arbre. C'est un arbre au port pratiquement tropical, avec ses grandes feuilles là, qui peuvent atteindre jusqu'à 45 cm de long. Le noyer cendré, c'est un arbre qui produit un composé chimique qui s'appelle la juglone. Ce composé chimique-là, dans le sol, va pratiquement exterminer tous les autres arbres compétitifs qu'il pourrait y avoir dans un rayon de 15 mètres. Pour identifier le noyer cendré, il y a deux façons. Par son écorce, qui est quand même très caractéristique, il y a des crêtes entrecroisées qui font des losanges. Ensuite de ça, c'est par sa feuille. Sa feuille, comme j'ai dit, c'est assez remarquable. Des grandes feuilles qui peuvent mesurer jusqu'à 45 cm. C'est des feuilles composées qui ont une odeur. Le pétiole et les bourgeons ont une odeur très particulière, très agréable, un peu comme le brou de leur noix. À l'automne, les noyers cendrés vont produire des grosses noix.
ils ont l'apparence de lime. À l'automne, ils vont avoir l'apparence, la grosseur, la couleur d'une lime. Fait qu'on peut les ramasser à l'automne, les faire sécher dans un endroit frais et sec. Puis par la suite, on va pouvoir les décortiquer pour profiter du bon goût de ces noix. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'écorce a noirci après un feu? Dans le fond, dans une forêt feuillue, principalement feuillue, comme on retrouve ici dans le sud, si on était ici les jours suivants l'incendie, on aurait vu tout le sol noirci, les quelques cimes d'arbres. Ça dépend du temps de l'année. Est-ce que le feu va monter dans les cimes d'arbres ou juste rester au sol? Donc ici, on est 4 ans plus tard. Je présume que le feu a resté beaucoup au niveau du sol, a brûlé beaucoup de végétation. Souvent, dans vraiment pas longtemps, 1 mois, 2 mois, on revient et on retrouve déjà de la verdure qui pousse à travers du noir. Mais 4 ans plus tard, on peut encore trouver quelques signes, dont justement les écorces qui ont noirci par les flammes. Également ici, on retrouve le bois mort, le bois couché. Et c'est pourquoi qu'on dit qu'au printemps, même si on a l'impression que c'était très trempe à l'hiver ou qu'il a fait froid il y a quelques jours, c'est un combustible qui est mort et qui s'assèche très rapidement. Donc, là, ça devient vraiment un petit bois sec, un peu comme qu'est-ce qu'on commence nos feux avec habituellement à la maison ou en feu de camp. Et c'est ce qu'on retrouve en forêt à ce temps-là de l'année, donc ça brûle très facilement. Et du côté professionnel, c'est quoi les sortes de métiers qu'on retrouve à la Sopfeu? Donc, à la Sopfeu, souvent, on voit le nom Sopfeu, on pense à l'habit rouge et bleu et on pense seulement pompier. C'est une bonne partie de notre main-d'œuvre, certainement, une partie très importante. Par contre, il y a beaucoup d'autres supports autour de les personnes qui sont au sol en train d'éteindre les feux. Autant des emplois saisonniers en logistique. Lorsqu'on envoie nos pompiers sur le terrain, il faut s'assurer qu'ils vont pouvoir se loger, manger, se laver, aussi banal que laver leurs habits. On revient très sale en fin de journée. Et le but n'étant pas de leur faire parcourir des centaines de kilomètres matin et soir pour se rendre à l'incendie. Donc, on doit s'installer à proximité des incendies. Donc, ça demande beaucoup de travail de logistique. Donc, on a beaucoup de personnel saisonnier en logistique. Et ensuite, beaucoup de personnel qui travaille à l'année. Formation. Donc, les formations qu'on donne à notre nouveau personnel, notre personnel qui monte les rangs, bien, ces formations-là doivent être conçues à l'interne, doivent être données. Beaucoup de travail de cette façon-là. De la prévention. Nos campagnes de prévention que vous voyez, il y a des gens qui travaillent à les renouveler, à réfléchir aux prochaines axes qu'on va prendre. Comptabilité. Ça prend ce côté-là. Santé, sécurité, c'est une grande valeur à la Sopfeu de s'assurer que les gens qu'on va envoyer en forêt vont revenir sains et saufs à la fin de la journée. Ils vont retourner à leur famille à la fin de leur corps de travail. Donc, beaucoup de personnel en santé et sécurité. Il y a également le volet aérien. Donc, on a des gens en sécurité aérienne, on a des aéropointeurs. Lorsqu'on voit les avions citernes dans les airs, il y a toujours un autre petit avion qui est avec eux. Souvent, on le remarque moins, mais c'est un employé de la Sopfeu qui est à bord, un aéropointeur. Et cette personne-là dirige le travail des avions citernes, va diriger également le travail des hélicoptères, va s'assurer que tout le monde qui est sur un grand incendie n'entre pas en conflit avec un et l'autre. Donc, si on arrose avec des avions citernes sur le flanc sud, bien, possiblement qu'on peut se permettre avec les hélicoptères et les pompiers de travailler sur le flanc nord, mais ça prend une vue du haut des airs pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. Donc, il y a tout le volet aérien également à la Sopfeu. Donc, plusieurs autres métiers que seulement le pompier. J'espère que, comme moi, vous avez trouvé ce contenu non seulement très intéressant, mais aussi très enrichissant. Si jamais vous aimeriez en savoir davantage, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site Internet. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.